Honorable chef de la délégation du Conseil consultatif de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation, nous sommes à votre entière disposition pour un échange sur les questions qui vous préoccuperaient. Nous savons qu'en tant que part entière du Parlement, vous avez une responsabilité certaine dans le contrôle de l'action gouvernementale. Et il va de soi que vous puissiez avec attention remarquer ou du moins demander des comptes sur la gestion des deniers publics. Le Congo a ratifié cette convention en 2006. À ce jour, il y a 40 États qui sont partis à cette convention. Et comme le prévoit la convention, chaque année, les États partis sont amenés à déposer un rapport sur l'état de la mise en œuvre de la convention. Et afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre, la convention a prévu la création d'un organe, qui est le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption. Nous avons donc pour mission de travailler avec les États afin d'étudier avec eux les possibilités d'une réelle mise en œuvre de la Convention, aussi bien en matière de prévention que de lutte contre la corruption. Nous sommes amenés à faire des visites pays afin d'étudier les progrès qui ont été réalisés par les États, mais également d'étudier avec eux les difficultés qu'ils rencontrent afin de pouvoir, de commun accord, étudier les possibilités de renforcement des capacités des États et identifier des partenaires qui accepteront de se déplacer afin de faire un renforcement de capacités. De façon spécifique, il s'agit de faire la promotion de la lutte contre la corruption et également de recueillir des informations sur le phénomène même de la corruption à travers les différents types de corruption et ainsi de suite. Et de proposer en tout cas des solutions, des bonnes pratiques et de conseiller les gouvernements et également d'assurer une sorte de lien entre les différentes agences de lutte contre la corruption à travers le continent. Visiter le Congo au moment où notre pays traverse une situation économique et financière difficile. Face à cette situation, les institutions sont mobilisées pour que le pays retrouve l'équilibre et que le pays retrouve sa capacité d'action. Dans ce cadre-là, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans un message à la nation, devant le Parlement réuni en congrès, le 29 décembre 2017, présenter la situation véritable et définir les axes d'action. Après avoir établi que la crise est due pour l'essentiel à la chute du prix du baril du pétrole, puisque notre économie, notre budget repose essentiellement sur les recettes pétrolières, avec la situation de chute drastique des prix du baril, bien les effets étaient manifestes sur la vie nationale. Dans ces conditions, il faut travailler
à faire que l'on ait des ressources, ce qui appelle des négociations avec des partenaires, dont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Il faut travailler à diversifier l'économie. De même que il faut lutter contre ce qui est considéré comme une gangrène dans le cadre du développement du pays. Il faut donc lutter de façon systématique contre les antivaleurs, la corruption, la concussion et autres. C'est vous dire que depuis 2017, le Congo mène une action soutenue visant à moraliser la cité congolaise et visant à lutter systématiquement contre toute forme de déviance qui a eu une incidence négative sur le développement du pays. Nous avons ouvert la 6e session ordinaire du Parlement congolais dans le mot d'ouverture du président du Sénat, qui ne savait pas à ce moment-là qu'il devait vous recevoir. Nous avons mis l'accent sur l'effort attendu des organes de contrôle. Tous les organes de contrôle, toutes les institutions de contrôle qui doivent, dans un contexte difficile comme celui-ci, désormais veiller à ce que le contrôle soit efficace. Et il s'agit là du Parlement, il s'agit d'autres organes. Il a parlé, le président de la Commission économie et finances, des dispositions légales qui sont déjà prises, les lois qui existent, avec les institutions qui se mettent en place, dont la haute autorité de lutte contre la corruption. Cette haute autorité de lutte contre la corruption vient remplacer une structure qui existait et dont on avait pensé que l'action n'était pas porteuse du fait de limites objectives détectées. D'abord, cette structure-là était mise en place par un décret. De ce fait, son autonomie était réduite et sur conseil des partenaires financiers, notamment du FMI, il fallait mettre en place une structure qui jouisse véritablement d'une autonomie et qui puisse mener un travail efficace. Sans compter qu'à côté de la haute autorité, il y a une autre structure qui est mise en place et dont le champ de compétences est de contribuer de façon efficace à veiller au contrôle de tout ce qu'il y a comme recettes publiques manipulées à différents échelons. C'est dire que du point de vue de l'engagement est, les textes légaux sont pris, des structures mises en place, mais il faut savoir qu'il s'agit de travailler sur les hommes. Il n'y a rien de plus délicat que de travailler sur les hommes. Il n'y a rien de plus délicat que de chercher à changer la mentalité des hommes. La volonté politique, elle est là, clairement affichée par le chef de l'État, qui interpelle les uns et les autres, même les parlementaires, à jouer leur rôle, parce qu'il est arrivé, cette fois-là, à l'occasion de ce message auquel j'ai fait allusion de 2017, il est arrivé qu'ils disent, ce n'est pas lui qui interdit les parlementaires de mettre en place des commissions d'enquête, comme pour dire que chaque structure est appelée à jouer son rôle. Mais je dis, ce travail se fait, entre-temps avec un peu de timidité,
mais ces derniers temps avec un peu plus d'engagement. C'est pour cela que à chaque rencontre, on ne manque pas de parler de la lutte contre les antivaleurs. Il ne s'agit pas simplement de parler, il s'agit de poser des actes. Et ces actes se posent progressivement. C'est-à-dire que vous visitez le Congo sur une question comme celle-là, qui a fait l'objet l'année dernière du thème de l'Union africaine, au moment où le Congo a vraiment déclenché la lutte contre les antivaleurs. Sauf que les effets, eh bien, il faut les évaluer à court, moyen et long terme. Mais ce qu'il faut noter, et de façon claire, c'est que l'engagement est là. La volonté est là, surtout que nous gérons une situation difficile dont on tient à sortir et on en sort progressivement. Et désormais, nous devons tirer tous les enseignements de l'expérience antérieure pour ne plus retomber dans ce que l'on a considéré comme gangrène pour notre économie. Quelle est la durée du mandat et puis quel est le mode de désignation des membres du Parlement? La deuxième question, c'est par rapport aux immunités. Alors, comme nous le savons tous, les parlementaires sont des citoyens comme tout le monde. Et nous savons que très souvent, dans la plupart des pays, les parlementaires ont des immunités. Et de plus en plus, la tendance au niveau international est que toutes les personnes puissent être soumises aux droits et puissent comparaître devant les juridictions s'il y a des difficultés. Alors, concernant spécifiquement les parlementaires, pouvez-vous expliquer comment est-ce que cela se passe? Bien, je voudrais rappeler que nous avons au Congo un parlement bicaméral qui a pour première chambre l'Assemblée nationale, deuxième chambre le Sénat. Le Sénat, selon la Constitution, a la compétence, les prérogatives de légiférer, donc de voter les lois, et de contrôler l'action du gouvernement, comme toute chambre parlementaire. Mais en plus, le Sénat est le Conseil de la Nation, modérateur de la République. Le Sénat est élu au suffrage universel indirect, c'est-à-dire que les sénateurs sont élus par des conseillers départementaux et municipaux, à raison de 6 sénateurs par département. Et comme aujourd'hui le Congo compte 12 départements, le Sénat congolais donc est composé de 72 membres. Le mandat du Sénat est de 6 ans renouvelable. Immunité, oui. Comme tout parlementaire, le sénateur jouit d'une immunité. Mais ceci ne fait pas du sénateur un homme qui échappe à la loi. Le sénateur est un citoyen et qui peut commettre. Et par rapport à la faute, il est passible de sanction. Sauf que si une procédure devrait s'engager, elle est subordonnée à la levée de l'immunité parlementaire. Notification est faite au Sénat pour demander la levée de l'immunité parlementaire du sénateur suspecté. Le Sénat apprécie et décide oui ou non de l'immunité parlementaire. Mais le Sénat n'a pas
le pouvoir de faire obstruction à une procédure judiciaire, étant donné le principe de la séparation des pouvoirs. Nous créons toutes les conditions pour que la justice soit rendue et qu'elle se développe en tenant compte non seulement de l'évolution de la société, mais des exigences de transparence et de bonne gouvernance